cinema. Cá, mano. Entra lá, ó. Trabalha ali, ó. Ali. La maladie de Chagas n'existe que sur le continent américain. Les cas humains rencontrés depuis le sud des États-Unis jusqu'à la Patagonie couvrent la plupart des aires endémiques, dont les principales sont le Brésil, l'Argentine, la Bolivie et le Chili. La maladie fut découverte en 1909 à l'intérieur de l'État du Minas Gerais par un chercheur brésilien, Carlos Chagas. Il découvrit le parasite et les vecteurs appelés communément barberos. Il a identifié le premier malade et il a démontré expérimentalement les lésions chez l'animal en décrivant les formes cliniques chez l'homme. Il y a un certain nombre de preuves que le parasite à l'origine de la maladie était au début limité à l'habitat sylvestre. Son cycle se faisait entre les animaux de la forêt et les insectes qui vivaient au contact des écorces des arbres. Avec les campagnes de déboisement, l'insecte vecteur va progressivement s'adapter dans les zones rurales les plus pauvres qui sont au contact de la forêt primitive. Dans les habitations, l'insecte se réfugie dans les trous ou les irrégularités des constructions. En piquant l'homme pour sucer son sang, l'insecte vecteur termine son geste en déposant ses matières fécales, éliminant ainsi les formes parasitaires infectantes. L'homme irrité se gratte et se contamine, soit à travers la peau, soit à travers les muqueuses ou la conjonctive oculaire. Au site précis de pénétration du parasite se forme une lésion inflammatoire appelée chagoma d'inoculation qui va durer plusieurs jours et qui permet de reconnaître une infection récente. Lorsque la pénétration est intraoculaire, il se forme un signe que l'on appelle le signe de Romagna. Le parasite, le Trypanosome cruzi, va circuler dans le sang avant d'être intériorisé par les cellules sous la forme trypomastigote. À l'intérieur de ces dernières, il se multiplie sous la forme amastigote. Quand la cellule est le siège d'une forte multiplication de la forme amastigote, un processus de différenciation en trypomastigote se met en place, aboutissant à la rupture cellulaire et la libération des parasites qui vont circuler quelque temps dans le sang avant de pénétrer et infecter de nouvelles cellules. La phase aiguë de cette infection se présente avec fièvre, tachycardie, lésion au niveau de la porte d'entrée du parasite. La mortalité est faible chez l'homme à cette phase. Elle existe cependant et se traduit par une myocardie aiguë diffuse ou une méningo-encéphalite. Environ 90 à 95% des malades récupèrent spontanément. En revanche, ils vont rester infectés pour le restant de leur vie et même s'ils peuvent vivre pendant de nombreuses années ou pour toute leur vie de façon totalement asymptomatique, ces individus infectés peuvent évoluer vers la forme chronique. E o que a senhora sente? Sinto muita falha no coração, muita fraqueza. Palpitação, né? Palpitação. Há quanto tempo a senhora tem palpitação? Depois que eu comecei a tratar, está com uns 8 anos mais ou menos. Sei. Quando dá palpitação, dá falta de ar também? Dá. Dá tosse? Dá tosse. Sei. Nas zonas em que a doença de Chagas é endêmica, Dans les zones où la maladie de Chagas est endémique, celle-ci constitue le principal facteur étiologique de la cardiopathie. Elle se comporte comme une myocardiopathie dilatée et sa symptomatologie se regroupe en 3 syndromes. Un syndrome arythmique, un syndrome d'insuffisance cardiaque et un syndrome de thrombose. La forme indéterminée se caractérise par l'absence de symptômes et par la normalité de l'électrocardiogramme et de l'examen radiologique du cœur et du tube digestif. Je dois faire remarquer que la réalisation d'examens plus sensibles,
a permis la reconnaissance d'implications viscérales dans une proportion significative de cas, inclus dans la forme indéterminée. Le développement cardiaque de la maladie se fait par une myocardie progressive, insuffisance cardiaque congestive et arythmie qui se traduit par une augmentation de la taille du cœur. La myocardiopathie chronique chagásique est une cardiopathie arythmique par excellence. Les lésions affectent le nodule sinusal ainsi que le système de conduction qui diffuse le message de contraction sur l'ensemble des parties du cœur. Les altérations du rythme cardiaque sont fréquentes et complexes. Pratiquement toutes les arythmies connues ont été découvertes chez les porteurs de cardiopathie chagásique. Une autre forme très commune des lésions cliniques se porte sur l'appareil digestif en raison de la destruction de son système nerveux autonome. Les principales affections qui surgissent dans l'appareil digestif en conséquence de la maladie de Chagas sont des troubles moteurs localisés principalement dans l'œsophage et dans le côlon. Ces altérations sont dues à une dénervation du plexus solaire dont le trypanosoma cruzi est à l'origine. L'occurrence de méga-œsophage et de méga-côlon est plus fréquente dans les États du centre du Brésil et plus rarement rencontrée dans les pays situés au-dessus de la ligne de l'équateur et dans les pays de l'Amérique centrale. L'hôpital de Goiânia est un hôpital de référence. De ce fait, nous recevons beaucoup de malades porteurs de ces pathologies. Nous accueillons ici près de 2 nouveaux malades par semaine, ce qui fait un total de 100 cas par an. Pour les immenses territoires à caractère rural de l'Amérique du Sud, la maladie de Chagas est un grand problème de santé publique. Avec les migrations des populations rurales vers les grandes villes, la maladie est devenue également un problème urbain en raison de la dissémination fréquente du parasite par les transfusions sanguines. En laboratoire, le diagnostic dans la phase aiguë de la maladie de Chagas se fait essentiellement par l'examen d'une goutte de sang frais. Cet examen est fréquemment positif. Dans la phase chronique de la maladie de Chagas, le diagnostic est fondamentalement sérologique pour déceler des anticorps contre le trypanosoma cruzi, et cela à cause de l'existence d'une faible parasitémie. L'exécution correcte de ces examens sérologiques est d'une très grande importance. Il existe différentes techniques employées, telles que l'hémoagglutination indirecte, l'immunofluorescence, la fixation de compléments et autres. La présence du parasite peut être recherchée par le biais du xénodiagnostic. Cet examen n'est pas effectué d'une façon systématique car son coût opérationnel est très élevé. Alors, nous l'utilisons dans l'évaluation des effets thérapeutiques de drogues diverses. On peut utiliser aussi l'hémoculture par laquelle on obtient des résultats semblables ou inférieurs à ceux du xénodiagnostic. Le phénomène essentiel du cycle du trypanosome se situe au niveau des interactions du parasite avec la cellule hôte, où se produit la multiplication du parasite. La compréhension du processus d'interaction du parasite avec la cellule, phénomène qui englobe l'interaction des deux surfaces, demande une connaissance précise de la membrane du parasite et de la cellule hôte. Plusieurs équipes de chercheurs se sont penchées sur l'étude de ces membranes. L'approche de l'étude des membranes cellulaires au niveau du processus de l'interaction du trypanosoma cruzi avec des cellules est fondamentale pour qu'on puisse reconnaître quelles molécules du parasite ou de la cellule sont impliquées dans le phénomène de reconnaissance cellulaire qui donnera cours au processus d'infection de la cellule du parasite. Dans ce sens, nous utilisons plusieurs approches expérimentales qui nous permettront de comprendre de quelle façon le parasite reconnaît la cellule hôte ou vice-versa, comment il déclenche dans la cellule hôte une activité endocytique qui mène à l'intériorisation du parasite et ultérieurement de voir comment le parasite survit à l'intérieur de la cellule hôte.
no interior da célula hospedeira. La capacité invasive du parasite dans la forme sanguine n'est pas comparable pour toutes les populations de Trypanosome cruzi. La croissance du parasite, au début exponentielle, décline quand l'hôte développe sa réponse immunoprotectrice. La parasitémie se trouve à la limite de la détection, alors que le cycle du parasite continue à se développer. Ce processus permet ainsi de maintenir une infection active en pathologie humaine. Jusqu'à présent, nous ne savons pas pourquoi le malade infecté depuis plusieurs années par le Trypanosoma cruzi et étant asymptomatique, vient à présenter des manifestations d'insuffisance cardiaque et un développement du cœur provoqué par l'inflammation du myocarde. Nous sommes amenés à supposer que ce soit le système immunocompétent le responsable de cet état, du fait de la modulation des réactions, et que les cellules T suppresseurs soient capables de maintenir le niveau de l'inflammation latente dans le cœur tout au long de la phase chronique de l'infection. Pour cette raison, nous soignons des chiens infectés par le Trypanosoma cruzi dans sa phase chronique, par l'administration de faibles doses de cyclophosphamide. Ce traitement, on est en droit de l'espérer, est capable de détruire les cellules T suppresseurs. Les animaux contrôlés ont développé une myocardite très intense, ce qui, apparemment, a confirmé l'idée que la persistance d'une inflammation à bas niveau soit la conséquence de l'action des cellules T suppresseurs et de l'action modulatrice du système immunitaire. Il a été montré que l'action pathogénique du parasite serait fonction de sa virulence et de sa tendance à attaquer un tissu spécifique. L'étude approfondie des souches a donc été rendue indispensable pour mieux comprendre ces mécanismes. Les souches du Trypanosoma cruzi, maintenues en laboratoire et isolées par prélèvement sur l'insecte vecteur ou sur l'hôte naturellement infecté, peuvent se grouper en types. Type 1, type 2 et type 3 ou biodème. Les types ou biodèmes obéissent à certains paramètres tels que la virulence, la pathogénicité et le tropisme tissulaire. La virulence et la pathogénicité se manifestent par une élévation de la parasitémie chez l'hôte vertébré et aussi par une plus grande ou une plus petite multiplication parasitaire intracellulaire. Aussi, la morphologie du parasite dans le sang périphérique permet d'établir une différenciation entre ces types. Les souches du type 1 ont une prédominance de forme allongée, tandis que dans les souches du type 2 et 3, les formes larges prédominent. Au type biologique de la souche correspondent aussi des différences dans l'ADN du kinétoplasme et dans les prototypes iso-enzymatiques, ce qui indique que pour ces différences existe une correspondance de différences génétiques. Ainsi donc, si nous tenons compte de la chimiothérapie, nous remarquerons aussi une différence entre les types de souches. Les souches du type 3 sont les plus résistantes aux agents chimiothérapiques. Cette approche nous permet de relever l'importance du patron de la souche en tant que facteur des différences géographiques de la maladie de Chagas. Cette étude épidémiologique a pu être complétée par une classification des souches basée sur l'identification génétique des Trypanosome cruzi, permettant ainsi d'obtenir l'empreinte spécifique de la souche du parasite. Ce travail de classification des souches est devenu une étape routinière dans notre laboratoire. Nous développons aussi une autre ligne de recherche en relation avec un diagnostic, c'est-à-dire la détection du parasite dans divers échantillons cliniques et biologiques. Ce matériel, que nous utilisons pour obtenir l'empreinte ADN du cytoplasme, est très abondant. C'est une des molécules qu'on trouve assez souvent dans le parasite. Nous essayons alors de développer toute une voie de recherche pour la détection du parasite à travers la détection de ce ADN spécifique qu'on utilise dans ce classement. La technologie que nous connaissons sous le nom de sonde ADN ou sonde moléculaire de ADN, c'est la technique par laquelle un ADN utilisé comme sonde va chercher un ADN complémentaire à son matériel. Le traitement effectif de la maladie de Chagas est un problème de base.
L'étude des enzymes qui caractérisent le parasite constitue une approche pour le développement d'un traitement chimiothérapique spécifique de la maladie. L'intérêt de notre travail dans le laboratoire consiste à étudier les enzymes cibles, les enzymes spécifiques du parasite, et à partir de cette étude, mettre au point de nouvelles drogues qui soient porteuses dans le combat contre le parasite et inoffensives pour l'homme. En ce sens, la démarche que nous utilisons consiste à faire des clonages des gènes qui codifient ces enzymes et ensuite, par déduction de la structure tertiaire de la protéine, essayer de nouvelles drogues dans la chimiothérapie de la maladie de Chagas. La maladie de Chagas est directement associée aux conditions socio-économiques des zones rurales latino-américaines. Si la maladie de Chagas est facilement traitée dans la forme aiguë, en revanche, toute l'attention des services de santé s'est portée sur la prophylaxie. Ainsi, au Brésil, le gouvernement a exécuté à travers le SUCAM, un organisme de lutte contre les grandes endémies, une campagne pour éradiquer les vecteurs responsables de la transmission de la maladie dans les maisons infestées, en utilisant à large échelle des insecticides. Ces insecticides ont une action résiduelle de 6 mois et les vecteurs sont généralement très sensibles à ces composés. L'amélioration de l'habitat est aussi une arme efficace pour contrôler la maladie. Le crépissage des maisons ou l'utilisation de peintures insecticides contribuent largement à écarter le vecteur qui ne s'adapte pas aux parois lisses et propres. À l'heure actuelle, nous sommes en train de faire des applications d'insecticides dans environ 600 000 maisons chaque trimestre. Nous attendons à ce que, dans un délai de 5 ans, on ne trouve plus au Brésil une transmission vectorielle de la maladie de Chagas. Cependant, un projet d'une telle ampleur dépend de ressources financières, technologiques et d'une volonté politique. Ce programme, sur lequel travaillent 11 000 personnes, représente un coût approximatif de 35 millions de dollars par an. On doit prendre ceci en considération, car si tous les pays d'Amérique concernés par la maladie de Chagas démontrent une volonté politique qui les amène à développer un programme de lutte contre la maladie de Chagas, il sera nécessaire que cette décision soit prise au niveau des gouvernements. La maladie de Chagas est reconnue comme un problème grave de santé publique. Il y a 120 millions de personnes qui habitent dans les zones endémiques et qui risquent par conséquent de contracter la maladie. 18 millions de personnes sont déjà infectées et on estime qu'il y a 200 000 cas nouveaux par année. Devant ce fait, les programmes TDR, parrainés par les programmes des Nations Unies pour le développement, par la Banque mondiale et par l'OMS, ont voulu concerter les efforts de la communauté scientifique des pays donateurs, des pays endémiques et des administrateurs pour conduire un effort de recherche qui porte sur l'amélioration des médicaments, des vaccins et des formes de lutte anti-vecteur. Des études fondamentales dans le domaine de l'immunologie et de la biochimie sont engagées. Elles visent à connaître la nature de la réponse immunoprotectrice inductible chez le vertébré et à caractériser les antigènes du Trypanosome cruzi associés à la résistance. Des glycoprotéines présentes seulement dans la forme trypomastigote sont supposées être à l'origine de la résistance à Trypanosome cruzi. Des projets financés par le programme TDR cherchent à isoler ces glycoprotéines pour que des études sur son effet protecteur puissent être entreprises.
Il n'existe actuellement aucun vaccin qui réponde aux critères établis par les spécialistes qui travaillent sur la maladie de Chagas. Il a été établi par les chercheurs, en premier lieu, que ce vaccin ne doit pas être constitué de parasites vivants. Deuxièmement, ces vaccins devront apporter une protection totale. En effet, il n'existe aucune preuve expérimentale que l'atténuation de la phase aiguë entraîne une atténuation de la gravité de la maladie chronique. En troisième lieu, l'agent immunisant doit être dépourvu de déterminants antigéniques communs à ces deux parasites, susceptibles d'induire une réponse auto-immune. La ville de São Paulo, qui compte aujourd'hui plus de 12 millions d'habitants, a la plus forte concentration de porteurs de la maladie de Chagas en raison des migrations rurales. Dans cette ville, la transmission du trypanosome par les transfusions sanguines est devenue la forme la plus fréquente de dissémination de la maladie. Les aspects socio-économiques de la maladie font actuellement l'objet de campagnes actives au Brésil et dans le reste de l'Amérique latine. Calma. Vem pra lá, ó. Trabalha ali, ó. Ali. La maladie de Chagas n'existe que sur le continent sud-américain. Les principaux pays concernés sont le Brésil, l'Argentine, la Bolivie et le Chili. 18 millions de personnes en sont atteintes, 200 000 cas nouveaux sont recensés chaque année et potentiellement 120 millions de personnes sont concernées. Chagas, c'est le nom du médecin brésilien Carlos Chagas, qui fut le premier en 1909, dans l'état du Minas Gerais, à découvrir le parasite. Il mit aussi en lumière le rôle des vecteurs du parasite que l'on appelle communément les barberos. Aujourd'hui, il n'existe aucune réponse thérapeutique satisfaisante à la maladie de Chagas. Il est à peu près prouvé aujourd'hui que l'origine de la maladie se trouve dans la forêt. Son cycle se faisait autrefois entre les animaux de la forêt et les insectes qui vivaient au contact des écorces des arbres. Au fil des années, au fur et à mesure du déboisement, l'insecte vecteur s'est progressivement adapté dans les zones rurales, et notamment dans les régions les plus pauvres, qui restent en contact permanent avec la forêt primitive. L'insecte se réfugie dans les trous et les imperfections des maisons, il vient piquer l'homme pour sucer son sang, et achève son geste en déposant ses matières fécales contenant le parasite. Irrité, l'homme se gratte et se contamine à travers la peau, à travers les muqueuses ou encore à travers la conjonctive oculaire. À l'endroit précis où le parasite a pénétré, une lésion inflammatoire se développe. Elle permet de détecter une infection récente. Le parasite va ensuite circuler dans le sang
puis être intériorisé par les cellules et il va se multiplier. Lorsqu'une cellule est le siège d'une forte multiplication, c'est le début d'un processus aboutissant à la rupture de la cellule. En phase aiguë, la maladie de Chagas provoque fièvre, tachycardie, lésions au niveau de la porte d'entrée du parasite. À cette phase, toutefois, la mortalité reste faible, mais elle est réelle cependant et se traduit par une myocardie aiguë ou une méningo-encéphalite. La grande majorité des malades, au stade de la phase aiguë, récupèrent spontanément, mais ils resteront infectés toute leur vie, même s'ils n'évoluent pas forcément vers la forme chronique de la maladie. E o que a senhora sente? Sinto muita falha no coração, muita fraqueza, Aham, palpitação, né? palpitação. Há quanto tempo a senhora tem palpitação? Depois que eu comecei a tratar, tá com uns 8 anos mais ou menos. Sei. Quando dá palpitação, dá falta de ar também? Dá, Dá tosse? dá tosse. Sei. La phase chronique de la maladie de Chagas entraîne une myocardie progressive, une insuffisance cardiaque congestive avec arythmie. En clair, elle provoque une augmentation de la taille du cœur. Une autre forme très bien répertoriée des lésions cliniques entraînées par la maladie de Chagas concerne l'appareil digestif, en raison de la destruction de son système nerveux autonome. Le diagnostic de la phase aiguë est aisément réalisable par l'analyse d'une goutte de sang frais. En revanche, dans la phase chronique, la détection du parasite est essentiellement sérologique. Les responsables de la santé des pays latino-américains mènent la lutte contre la maladie de Chagas sur deux fronts, celui de la prévention et celui de la recherche. Il ne fait pas de doute que la maladie est directement tributaire des conditions socio-économiques des zones rurales. Au Brésil, par exemple, il y a déjà plusieurs années que le gouvernement a confié à un organisme spécialisé dans la lutte contre les grandes endémies le soin de mener des campagnes massives. Leur objectif, éradiquer les vecteurs responsables de la transmission de la maladie dans les maisons infestées par l'utilisation d'insecticides à grande échelle. Ainsi, chaque trimestre au Brésil, 600 000 maisons sont traitées. Une seconde façon de lutter contre la maladie, en termes de prévention, réside dans l'amélioration de l'habitat. Le crépissage des maisons ou l'utilisation de peintures insecticides contribuent efficacement à l'éradication des insectes car ces derniers s'adaptent très mal à des parois ou des murs propres et lisses. Mais il est évident que ces deux types d'actions de prévention, réalisées à l'échelle de régions entières, exigent suivi, continuité et investissements importants. Au Brésil, la ville de São Paulo, 12 millions d'habitants, concentre le plus grand nombre de personnes porteuses de la maladie de Chagas. En raison des migrations, de nombreux habitants originaires des zones rurales viennent peupler les banlieues. La transmission de la maladie s'y effectue par les transfusions sanguines. Ainsi, l'exode rural a transformé les caractéristiques de la maladie, qui est devenue urbaine. Aussi, la prévention passe-t-elle par le contrôle systématique du sang des donneurs dans les centres de transfusion. Second volet de la lutte contre la maladie, la recherche. En immunologie et en biochimie, des projets sont menés sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, aux côtés des gouvernements locaux. Leur objectif, connaître la nature des réponses protectrices que doit développer l'organisme humain pour résister aux parasites. L'infection des cellules par le parasite, son développement, sont des phénomènes extrêmement complexes et encore assez mal connus. Jusqu'à présent, il a été impossible de déterminer avec précision pourquoi un malade atteint par le parasite peut vivre des années sans manifester aucun symptôme, et puis brusquement être contraint d'être hospitalisé pour insuffisance cardiaque. Toute la problématique de la recherche fondamentale réside aujourd'hui dans un pari, mettre au point de nouveaux médicaments efficaces contre le parasite et provoquant le moins d'effets secondaires possibles.
Action de prévention, recherche fondamentale, c'est le défi que doivent relever les pouvoirs publics contre la maladie de Chagas, une maladie qui constitue un des enjeux de la santé publique en Amérique latine. Pegaram de novo. É neutro. Pegaram de novo.